Bon, donc bonjour à tous et à toutes. On va donc commencer ce colloque qui porte, comme vous le savez, sur commerce et croyances dans l'océan Indien, 15e, 19e siècle. Pour ceux parmi les intervenants qui n'ont pas encore cherché leur badge, etc., je vous demande de le faire peut-être à la pause café. C'est que pour les intervenants. Ils ont besoin de ça, je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est toujours comme ça. Alors, donc, je vais peut-être dire deux, trois mots en anglais et après ça passer en français parce que, en fait, comme vous le savez peut-être en regardant le programme, c'est un colloque bilingue, donc il y a des intervenants qui vont parler en anglais et en français. Pour les échanges, ça peut se faire dans les deux langues. Je vais tâcher dans la mesure du possible de jouer un peu l'intermédiaire si jamais il faut pour les intervenants qui ne sont pas francophones. D'ailleurs, je crois qu'en discutant avec mes collègues venant de l'étranger, ils sont tous plus ou moins francophones, au moins au niveau de comprendre la langue, donc il n'y a pas de vrai problème pour cela. So thank you to all of you who've come from long distances, sometimes by very complicated routes, but then it's the nature of conference on trade that sometimes the routes have to be complicated. So what we're going to do is then proceed in French for this opening session, and then when we move into the second part of the morning session, already we'll be in a sort of bilingual cadre with one paper in French and the other in English. And what we will try to do is to make sure that so far as the discussion is concerned, we can sort of carry on in the two languages. Since I'll be chairing, I'll help you out in case there's any difficulty in terms of the sort of shift between the two languages. I'm sure there are also a certain number of other people here who are capable of playing the same role, so we'll manage between the lot of us. Bon, donc je repasse en français et je vais tâcher de ne pas trop confondre les deux langues. Alors, j'ai envie de commencer en faisant un peu d'historique. Donc, je vais commencer en rappelant qu'il y a tout juste 25-26 ans, il y a cet ouvrage qui est sorti. Donc là, vous voyez la version française et par la suite, il y a une version anglaise qui est sortie en Inde. J'ai eu, pour des raisons de circonstances, besoin de, en quelque sorte, contrôler la deuxième version, car entre les deux, malheureusement, les deux maîtres de l'œuvre étaient décédés, M. Denis Lombard et M. Jean Aubin. Et ça, c'est un ouvrage qui est paru, donc, comme je vous ai dit, à la fin des années 80. C'était un colloque qui avait été organisé par ces deux grands spécialistes avec des approches et des compétences complémentaires. Jean Aubin, grand spécialiste au départ de sa carrière du monde iranien et de l'Asie centrale, et par la suite qui est aussi devenu vraiment des grands spécialistes du monde lusophone, qui a beaucoup écrit sur l'époque en particulier de Don Manuel à la fin du 15e, début du 16e siècle. Donc lui, venant plutôt d'une formation philologique, une formation donc basée sur une lecture des textes et des documents, aussi une formation donc orientaliste, donc d'un côté, et de l'autre côté, plus jeune que lui, Denis Lombard, qui lui avait été formé pour travailler à la fois sur l'Asie orientale et l'Asie du Sud-Est, ce qui est devenu finalement le vrai centre de son travail, qui est très connu pour avoir publié tout d'abord un livre sur le sultanat d'Aceh au Sumatra dans la première moitié du XVIIe siècle, et par la suite il a aussi publié cet ouvrage qui a marqué beaucoup de monde, c'est-à-dire cet ouvrage en 3 volumes qui s'appelle « Le Carrefour javanais », basé sur la thèse d'État qu'il avait défendue. Et là, c'était une histoire à très longue durée. Et Denis Lombard, qu'un certain nombre de nous ont très bien connu, s'inscrivait explicitement dans le sillage des travaux de Fernand Braudel,
Il parlait souvent de la Méditerranée sud-est asiatique, Laut Tenga, si je ne me trompe pas. Et alors, il a aussi donc apporté à cette collaboration un aspect qui était beaucoup plus d'information en sciences sociales. Donc, il y avait cette espèce de complémentarité. C'est un ouvrage qui couvre très large, à la fois de point de vue géographique et de point de vue chronologique. Donc, vous voyez, ça va du XIIIe jusqu'au XXe siècle. Il y a de quoi boire et manger pour tout le monde, c'est-à-dire il y a des articles, par exemple, sur la mer Rouge, écrits par Robert Bertram Sargent, autrefois professeur à l'Université d'Oxford. Il y a des articles portant sur les marchands iraniens, il y a des articles sur Calicut, sur Malacca au XVe, XVIe siècle, sur le Japon et même sur les aspects beaucoup plus modernes comme la famille chinoise qui a géré ce qu'on appelle Tiger Bomb, c'est-à-dire cette espèce de choses qu'on met quand on a des baumes qu'on met pour des blessures et des problèmes de muscles, etc. Donc, vous voyez qu'il y a à la fois cet aspect de très large chronologique et cet aspect donc très large géographique en allant de la mer Rouge et de l'Afrique orientale, d'ailleurs, jusqu'au Japon. Alors, bien sûr, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est plus limité que ça, à la fois d'un point de vue géographique et de point de vue chronologique. C'est-à-dire, on se limite, c'est plutôt le 15e, 19e siècle. Pour nous, on ne va pas rentrer dans le 20e. Et aussi, pour des raisons de ne pas vouloir trop s'étendre, j'ai aussi décidé de ne pas aller vers l'Asie orientale, ce qui aurait été parfaitement possible. Et donc, on va se limiter à un océan Indien plutôt qu'un océan Indien et une mer de Chine, comme vous voyez ici. Il y a d'ailleurs quelques participants dans cet ouvrage qui sont présents dans cette salle, qui vont même intervenir aujourd'hui et demain. Donc, il y a toujours une continuité entre ce projet et le projet d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce projet-là n'était pas du tout quelque chose qui est ressorti comme ça. Il y avait à l'époque, c'est-à-dire dans les années 70 et surtout dans les années 80, une espèce de renouveau dans l'étude de l'océan Indien. Il y avait plusieurs ouvrages écrits de points de vue différents, dans des écoles historiographiques très différentes. Et je vais juste mentionner quelques-uns, surtout aussi parce que je voudrais aussi vous faire remarquer qu'il y a des tensions, c'est-à-dire ce n'est pas comme si tout le monde est d'accord sur les questions de base ni sur les réponses. Alors, donc, pour commencer avec cet ouvrage, j'ai toujours une espèce de faible pour cet ouvrage collectif qui est le numéro 18 de la revue Archipel, qui s'appelle « Commerce et navires dans les mers du Sud », où il y a un éventail d'articles qui couvre très large, même si c'est beaucoup centré sur l'Asie du Sud-Est, mais c'est aussi un ouvrage très intéressant parce qu'il y a un passage de génération. En regardant les contenus, vous voyez des gens comme Charles Boxer, qui a toujours été actif à l'époque et qui a écrit un article là-dedans, même s'il avait presque 80 ans à l'époque, et des gens qui étaient beaucoup plus jeunes, donc si j'ose dire, quelqu'un comme Luís-Filipe Tomás, le grand historien portugais, était encore un jeune quand il a écrit dans cette collection. Mais c'est surtout ces deux autres ouvrages sur lesquels je vais me centrer parce que là, il y a le développement d'une vraie tension. Donc, l'ouvrage que vous voyez ici au milieu, écrit par K.N. Chaudhry, historien donc indien, bengali d'origine, mais qui avait vécu très très longtemps à Londres et qui avait donc enseigné à la School of Oriental and African Studies et qui a donc tout d'abord publié un certain nombre d'ouvrages assez importants sur l'histoire de la compagnie anglaise, la compagnie britannique des Indes orientales, et par la suite s'est lancé dans cet ouvrage de très longue durée. Donc, vous voyez, c'est une histoire économique. Il commence avec l'essor de l'islam pour terminer en 1750. C'est un ouvrage qui est organisé un peu selon les principes de Fernand Braudel, en deux parties. Il y a une partie qui se veut une histoire événementielle, une deuxième partie qui se veut une histoire structurelle.
Mais c'est en fait un ouvrage qui n'est pas extrêmement grand, ça fait à peine 250 pages, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est une espèce de survol, parfois assez rapide, basé sur des idées qui ont été développées par la suite par le même auteur dans un autre ouvrage, sur les différences très nettes entre les civilisations. Donc, pour M. Chaudhry, les cadres donnés par les civilisations, tels que la civilisation chinoise ou la civilisation hindoue ou la civilisation islamique, sont des cadres déterminants en quelque sorte. Et en termes de rapport entre ces différents cadres, il y a très peu de choses à dire. C'est comme si on a des espèces de moules qui sont donnés par ces cadres, et d'ailleurs on verra que ce n'est pas lui qui a inventé cette façon de voir les choses, mais c'est quand même lui qui a beaucoup insisté sur cet aspect-là. Peu après la publication de cet ouvrage, il y a eu donc une occasion pour discuter à la fois cette approche et des questions plus larges dans un colloque qui a eu lieu aux États-Unis. L'ouvrage que vous voyez là à droite, The Rise of Merchant Empires, c'est en quelque sorte le produit de ce colloque-là. Et dans ce colloque, il y a eu, je n'étais pas présent, mais en tout cas j'ai eu des témoins oculaires qui m'ont raconté qu'il y a eu un accrochage extrêmement fort dans le cadre de ce colloque entre M. Chaudhry d'un côté et celui qui était considéré par beaucoup de gens le plus grand historien de l'économie indien, c'est-à-dire M. Irfan Habib, professeur à l'université d'Aligarh. Et en fait, on voit des traces de ces différences dans les 2 chapitres qu'ils ont publiés dans ce livre The Rise of Merchant Empires. C'est quoi les différences? En effet, M. Chaudhry continue à soutenir ce modèle donc civilisationnel et des différences dans l'océan Indien dans ce qu'il écrit. Tandis que M. Habib nous propose qu'en réalité, il n'y avait pas de différence nette entre ces groupes par rapport à leur appartenance religieuse. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que si vous regardez n'importe quel espace dans l'océan Indien, en réalité, il y a énormément de va-et-vient, à la fois culturel et autres, mais surtout au niveau économique. Ce n'est pas comme s'il y a une nette séparation entre des groupes sur la base de leur appartenance religieuse. Donc, vous voyez qu'il y a là, bien sûr, aussi des reflets politiques. Je ne veux pas trop insister sur cet aspect-là, parce que je crois que M. Habib était aussi en train de penser sur le développement de cette question sur la longue durée dans le cadre indien. Qu'est-ce que ça veut dire finalement d'insister sur un monde musulman et un monde hindou qui ne se parlent pas? Qu'est-ce que ça veut dire? On peut se poser la question dans l'Inde actuelle. Mais il a aussi voulu empiriquement démontrer que si on regarde par exemple des différents groupes, et d'ailleurs il avait pris 2-3 exemples concrets, il a pris l'exemple de ce qu'on appelle en général, c'est un mot très généralisé, les banias. Alors il a voulu démontrer que ce groupe, en effet, c'est extrêmement ouvert. Il n'y a pas une définition très, très claire qu'on peut donner pour limiter l'appartenance à ce groupe. Et d'ailleurs, on sait que ce n'est même pas un groupe qui existe exclusivement en Inde, parce qu'on trouve des banias, par exemple, à Aden, en Arabie du Sud, ou même dans la mer Rouge, et certainement, par exemple, en Afrique orientale. Donc, cette question se pose, qu'est-ce que ça veut dire finalement être bania? Est-ce que ça veut dire qu'on a une espèce d'appartenance exclusive? Est-ce que ça veut dire qu'à cause de ça, on évite un certain type d'échange, un certain type de, disons, conversation économique ou culturelle? Et l'autre exemple qu'il avait pris, c'est un exemple un peu plus compliqué, c'est sur, par exemple, les transporteurs, les gens qui fonctionnaient à très grande échelle à l'intérieur du sous-continent indien, qui s'appellent, ce n'est pas leur choix, mais on les appelle en tout cas les Banjara. Et là encore, M. Habib a voulu développer cette idée selon laquelle, en fait, ce sont des communautés assez ouvertes et qui font le pont, en quelque sorte, entre différents groupes, différentes régions. Et voilà. Donc, déjà, dans ce débat, je vois un peu l'embryon d'un certain nombre de problèmes qu'on va traiter aujourd'hui et demain. C'est-à-dire, il y a des questions qu'on peut se poser autour de ces
de ces idées-là. Mais alors, il est vrai qu'en regardant un peu plus large, il faut bien sûr aussi remonter un peu plus dans le temps pour rechercher les origines de ces débats. On peut remonter assez longtemps, mais j'ai plutôt envie de tracer au moins une espèce de filière. Donc, rappelons-nous qu'on va se limiter pour la plupart à l'océan Indien, défini comme cet espace allant de l'Afrique orientale par Madagascar, en mer Rouge, le golfe Persique, l'Inde, le Ceylan, le golfe de Bengale, l'Asie du Sud-Est, mais on va plus ou moins s'arrêter là, même s'il n'y a pas de frontière très claire à tracer, par exemple, entre l'Indonésie et la mer de Chine. C'est un peu difficile d'ailleurs de faire. Donc, dans cet espace, on peut revenir à penser à un certain nombre de questions, ce qui est plutôt l'idée de ce colloque. Et d'ailleurs, j'ai envie quand même de passer rapidement sur deux personnes, ou deux personnes qui représentent plus que leur ouvrage personnel, parce que, en particulier, ce personnage que vous voyez à gauche représente beaucoup pour un certain type de travail. Donc, à gauche, vous aviez ici donc, Max Weber, très difficile à éviter dans ce genre de questions. Car il n'a pas seulement écrit sur un certain nombre de ces religions, mais il a aussi posé quelques hypothèses fortes sur le rapport entre religion, croyance, fonctionnement commercial, etc. On sait que Weber il est certainement l'aspect de son travail qui est le plus connu pour cette question-là, c'est le livre sur l'éthique protestante et l'essor du capitalisme. Ce n'est pas tellement notre question d'aujourd'hui, même si pour le 19e siècle, on peut certainement traiter cette question-là. Mais c'est aussi parce qu'on sait que Weber avait essayé de traiter presque toutes les civilisations en utilisant cette approche, ce point de départ qui était le découpage religieux. Et de ce point de vue-là, on peut dire certainement que quelqu'un comme M. Chaudhry, en faisant à peu près ça, s'inscrivait directement dans le sillage weberien. Donc il y a cet aspect-là, mais il y a un aspect aussi de Weber qu'il faut souligner, c'est-à-dire que c'est assez curieux, et ça a été beaucoup débattu parmi les Weberiens, mais il s'avère que parmi les religions, la seule qu'il a en fait pas totalement négligée, mais quand même relativement négligée, c'est l'islam. Donc, il a écrit beaucoup sur le christianisme. Bon, il y a aussi le problème du judaïsme chez Weber, mais certainement, donc, on peut trouver des ouvrages comme celui qui reste célèbre, Hinduismus et Buddhismus. Mais c'est un peu pour cela que j'ai aussi envie de combiner une réflexion sur Weber avec une réflexion sur cet autre personnage, un peu plus controversé peut-être, qui est Clifford Geertz. Alors, donc, Geertz, moi sociologue, plus anthropologue, spécialiste à la fois de l'Indonésie et du monde islamique plus généralement, qui a consacré un certain nombre d'ouvrages qui sont directement liés à nos thèmes, même s'il les a traités d'une façon parfois peu historique. Mais si on regarde même les débuts de ses travaux, un de ses premiers ouvrages s'appelle justement Peddlers and Princes, sur les rapports entre le milieu des marchands et le milieu des princes. Par la suite, il a écrit un certain nombre d'ouvrages sur les aspects comparés de l'islam. Mais enfin, il a aussi consacré un ouvrage à la question du marché dans le Maroc, Meaning and Order in Moroccan Society. Là encore, il est très fortement question du marché. Et comme Geertz était un peu le maître du bon mot, il avait toujours ces formules un peu lapidaires comme ça. Par exemple, là où il dit « Mosque and market have been a natural pair ». Donc, c'est une espèce d'assertion transhistorique pour dire que là où on trouve la mosquée, on trouve toujours le marché, et inversement en quelque sorte. Alors, donc là, vous aviez une autre façon d'approcher les choses, beaucoup plus
à grande échelle, des généralisations, dans le cas de Weber, naturellement, dépendant des ouvrages qui ont été faits, souvent par des savants dans un cadre colonial, et avec une idée donc que pour comprendre le fonctionnement du commerce et les possibilités ou les limites du commerce dans différentes régions du monde, finalement, le cadre religieux est le cadre crucial. Donc, on peut même dire parfois déterminant, mais même si on prend donc une version un peu plus soft de weberianisme, néanmoins, il faut insister sur le fait que pour lui, ce cadre qui est donné par la religion, comme pour M. Chowdhury plus tard, est un aspect essentiel. Tandis que pour Goetz, la question est plus compliquée. C'est plus compliqué pour deux ou trois raisons différentes. Il y a tout d'abord le problème donc que Goetz n'a pas dit énormément de choses dans un cadre transreligieux, c'est-à-dire il se centrait beaucoup sur l'islam, à l'exception par exemple de l'ouvrage qu'il a écrit sur Bali où le fait religieux n'est pas très présent. Mais il y a une autre raison pour laquelle j'ai envie de faire cette espèce de couplage entre les deux, c'est-à-dire, c'est aussi pour vous expliquer pourquoi je n'ai pas eu envie de mettre le mot religion dans le titre de colloque. Ça, c'est essentiellement encore à cause de Goetz et du débat autour de Goetz. Parce qu'à un moment donné, Goetz avait écrit un article qui fait date sur la religion comme système culturel. Et alors là, il essaie de nous dire que la religion, ce n'est pas du tout ce qu'on avait pensé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se limiter à ces 6 ou 7 grandes religions, c'est-à-dire judaïsme, christianisme et islam, bouddhisme et hindouisme, et peut-être shinto, mais qu'en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large, et donc il y a cette définition extrêmement floue qu'il fait, où on peut dire que et ça a été dit qu'on peut inclure toutes sortes de choses, même dans la catégorie de la religion. On peut jusqu'à aller, par exemple, à dire que la laïcité, c'est une espèce de religion. Ou on peut dire que la religion, ça va s'étendre jusqu'à des questions, des sociétés très petites, ou des notions extrêmement vagues, plutôt, par exemple, d'humeur. Il parle beaucoup d'humeur, de moods, comme déterminant des religions. Alors, un des résultats du débat qu'il y a eu autour de l'ouvrage de Goetz, parce que ça a été très fortement critiqué par la suite par un certain nombre de personnes, dont Talal Assad, c'est qu'on a eu une espèce d'effet de pendule où maintenant il y a dans un certain nombre de cadres des gens qui sont extrêmement gênés pour utiliser ce mot religion. Est-ce que le mot religion doit être utilisé, par exemple, pour parler de l'Inde? Par exemple, est-ce que l'hindouisme, en effet, c'est une religion? Est-ce que, par exemple, le bouddhisme, c'est une religion, en fin de compte? Ou est-ce qu'on est en train de forcer les cadres, forcer les traits et arriver à faire découler dans une moule qui est déterminée en quelque sorte par le christianisme surtout, ou en tout cas par le couple christianisme-islam, des faits qui n'ont pas grand-chose à voir avec ça. Je vous donne un exemple. Récemment, il y a un livre extrêmement polémique d'un savant américain, Jason Ananda Josephson, qui s'appelle donc, le titre du livre, c'est « L'invention de la religion au Japon », dans lequel il nous dit que l'idée de religion n'existait pas en Japon avant 1870. Donc, que la religion a été inventée de toutes pièces, selon lui, au Japon, avec l'arrivée des Américains. Et c'est parce que les Américains et Commodore Perry, les gens qui ont pris la suite, sont arrivés et ils ont demandé à l'empereur du Japon de produire des documents en japonais qui avaient donc la traduction du mot anglais religion, que les Japonais ont été donc obligés d'inventer ce concept et donc ils ont ensuite, pour lui, redéfini entièrement, par exemple, quelque chose qui s'appelait le Shinto comme religion, tandis que pour lui, ça n'existait pas, même dans la première moitié du XIXe siècle. C'est une position, ce qu'on appelle en gros une position constructionniste, qu'on a aussi pris
par rapport à un certain nombre d'autres faits. Par exemple, ça a aussi été dit par un certain nombre de personnes par rapport à la question de l'Inde. Et ça a aussi été dit, par exemple, par rapport à la question, par exemple, de la Chine. On peut poser la question à la fois sur l'existence ou la non-existence du taoïsme comme fait religieux, ou même chose sur le confucianisme. Mais en tout cas, c'est un peu pour éviter d'aller trop loin dans ce débat. C'est un débat d'ailleurs qui on est en train de poursuivre ailleurs. Il y a un grand projet actuellement à la Scuola Normale Superiore de Pise, mené par Carlo Ginzburg, autour justement de cette question-là, c'est-à-dire la question de la religion, la définition de la religion. Est-ce que c'est faisable ou pas faisable de reprendre quelque chose, soit du concept weberien, soit du concept geertzien, ou est-ce qu'il faut effectivement abandonner entièrement ce projet pour revenir à autre chose? Donc, comme je n'avais pas envie de trop insister sur cet aspect-là, j'ai pris ce mot, donc croyance, plutôt que religion. Je ne sais pas si je vais arriver à éviter tous les pièges en faisant ça, mais en tout cas, je vous signale que c'est pour cela que j'ai préféré ce mot à un autre. Alors, donc, quelques cadres et concepts juste pour tracer un peu les grands traits de la discussion que j'espère pouvoir avoir avec vous et avec les intervenants dans les 2 jours à venir. Alors, pour tout ce qui est question de commerce, il y a un mot et un concept qui joue un rôle central depuis 40 ans à peu près, et ça c'est le mot que vous connaissez probablement tous, c'est le mot donc, diaspora, qui a été utilisé et généralisé dans les années 70, tout d'abord par Abner Cohen, et par la suite d'un historien africaniste, Philip Curtin, dans un ouvrage qui s'appelle Cross-Cultural Trade in World History, donc commerce entre les cultures, et dans lequel M. Curtin a voulu donc généraliser cette idée. Soyons clairs sur le parcours. L'idée de diaspora est tout d'abord utilisée dans le cadre des études sur le commerce juif. Par la suite, ça a été un peu généralisé pour un certain nombre d'autres situations, mais quand on regarde par exemple l'ouvrage de Curtin, on voit déjà qu'il a commencé à élargir le champ. Il y a par exemple dans son ouvrage des chapitres portant sur les Arméniens. Ça, c'est souvent la première comparaison qu'on fait avec les réseaux juifs. Et d'ailleurs, on aura peut-être l'occasion de revenir sur ça avec la communication de M. Aslanian demain. Il y a aussi, dans ce cadre, des réflexions sur, par exemple, les banias. On revient sur cette autre catégorie. Des marchands, par exemple, de Fujian, et en particulier ce qu'on appelle les Hokkien, les marchands Hokkien. Mais il y a aussi un certain nombre d'autres cas, et peut-être le moment le plus osé dans le livre de Curtin, c'est par exemple quand il essaie de nous convaincre que la compagnie anglaise des Indes, c'est une espèce de diaspora. Donc il a même un peu envie de récupérer ce qui serait normalement vu comme une compagnie appartenant à ce moment de l'essor du capitalisme, comme quelque chose qui finalement revient à un cadre plutôt traditionnel et plutôt en continuité avec ce qui avait existé déjà à l'époque ancienne et à l'époque médiévale. Alors, il y a quelques questions qu'on peut poser sur cette notion de diaspora. Et c'est pour cela que ça vaut la peine peut-être de distinguer entre réseau et diaspora, même si les deux ont quelque chose en commun. Parce que bien sûr, diaspora a un aspect de réseau, car il s'agit de quelque chose qui est éparpillé, et qui est dispersé dans l'espace, mais dans la définition rigoureuse que Cohen et par la suite Philip Curtin ont voulu donner, il y a un aspect qui a gêné un certain nombre d'historiens, c'est-à-dire ils ont beaucoup insisté sur le fait que dans les diasporas, il y a le commerce, mais il y a une espèce d'absence de politique.
C'est-à-dire que les cadres politiques ne sont pas très présents. Il s'agit des groupes qui ont une espèce d'articulation, mais pas vraiment un rapport avec le pouvoir, sauf un rapport de distance. Et on peut très bien comprendre pourquoi, à partir d'un examen du cas des marchands juifs, sur lequel je vais revenir, on peut arriver à cette idée, mais ce n'est pas si évident que ça. Par exemple, il me semble tout à fait clair que c'est impossible de parler, par exemple, de la compagnie anglaise sans penser précisément à la question politique. Et on peut poser exactement la même question pour un certain nombre d'autres réseaux. Donc là encore, je pense que le choix entre réseau et diaspora, ça se joue sur la façon dont l'historien voit l'articulation entre commerce et politique. Et ça, c'est une grande question sur laquelle on va revenir à maintes reprises dans nos deux jours, en commençant aujourd'hui déjà avec par exemple, la communication de Claude Guillot. Mais en fait, c'est une question qu'on a beaucoup débattue. J'avais moi-même, à un moment donné, consacré un article sur ce que j'ai appelé à l'époque le rapport entre Tijarat, c'est-à-dire commerce, et Emarat, c'est-à-dire la création des États, et comment en fait ça s'articule en réalité. Alors, troisième question, où il y a aussi cette autre paire de termes. Donc, de diaspora, c'est facile d'aller vers communauté, parce que souvent, quand on parle de diaspora, on a en tête un groupe, une ethnie, une communauté qui se définit par la religion, par une origine commune ou autre chose. Mais là, je pense que c'est aussi utile de retenir cette idée d'ethnogenèse. Et je vais encore une fois revenir sur cela parce qu'il ne faut pas tomber quand même dans le piège des communautés éternelles et naturelles qui se reproduisent sans des changements. Et alors, s'il y a des changements dans les limites, dans les possibilités d'inclusion et d'exclusion, alors là, c'est quand même quelque chose que pour l'historien est essentiel. Et d'ailleurs, par exemple, dans les débats concrets qu'on a eus autour, par exemple, de ce mot bania, que j'ai mentionné à quelques reprises, ça a été vraiment une des grandes questions, c'est-à-dire celui qu'on peut reconnaître, par exemple, aujourd'hui comme bania, celui qu'on reconnaissait au XVIIe siècle comme bania n'était pas du tout, pas forcément en tout cas, les mêmes familles ou les mêmes groupes ou les mêmes lignées, etc. Donc, ça veut dire qu'à un certain moment, il y a eu des processus d'exclusion ou d'inclusion qui ont changé les règles de jeu. Donc, communauté et ethnogenèse, j'ai envie de garder ces deux idées ensemble. Alors, religion et croyance, j'ai déjà donc passé ça rapidement en revue. Et dernière chose sur laquelle on aura certainement des discussions, des choses à dire, c'est bien sûr, tout cela, c'est aussi lié avec la question de loi et des systèmes légaux, parce que pour définir une communauté, souvent, ce que définit une communauté, c'est le fait qu'on a un rapport avec un système légal. Mais là encore, il y a le problème qui se pose, qui avait déjà été posé par Habib, c'est-à-dire, par exemple, si vous regardez les cours, et c'est aussi quelque chose qui a été pas mal discuté par les ottomanisants, c'est-à-dire, si vous regardez même les cours des cadis dans l'Empire ottoman, souvent on a été, en tout cas, surpris par le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas musulmans, par exemple des Grecs orthodoxes ou des Juifs, qui ont recours à ces cours soi-disant musulmans. Alors, il y a une question qui se pose là, c'est-à-dire, c'est quoi la communauté donc, qui est formée autour d'un système légal? Est-ce que c'est la même chose qu'une communauté qui est formée autour d'une idée d'ethnie ou autre chose? Alors, donc, ça pour vous donner quelques cadres et quelques idées d'un ordre général, mais comme je suis historien, finalement, il faut quand même passer à des questions beaucoup plus empiriques, parce qu'on croit tous, finalement, que, comme on dit, le diable est dans les détails. Donc, il faut quand même revenir à des questions concrètes. Et ce que je vais tâcher de faire dans le temps qui me reste, c'est de faire ça à partir de deux types d'exemples. Donc, je vais vous proposer une première réflexion autour d'un espace limité, qui est donc l'espace d'une ville.
et pour vous démontrer un peu comment, dans une ville, je ne dis pas une ville typique parce que ça n'existe pas, une ville, au moins une grande ville de l'océan Indien, comment les choses fonctionnaient, pour vous donner une petite idée de comment on peut mettre en œuvre, en quelque sorte, ces idées et ces concepts. Alors, j'aurais pu choisir, bien sûr, on a l'embarras de choix pour les villes, mais j'ai décidé d'éviter un certain nombre de villes. Je vous dis d'ailleurs que, par exemple, une ville comme la Mecque, même si on a l'impression parfois qu'on a beaucoup étudié la Mecque, en réalité, il y a encore des choses à dire et à faire, parce que je me suis rendu compte, justement, en parlant avec Jean Aubin quelquefois, par exemple, qu'il y a une dynastie de chroniqueurs de la Mecque qui ont produit une série de chroniques, donc ils s'appellent les Banu Fahd, en commençant avec leur premier historien dans le XVe siècle, le deuxième Najm ibn Fahd, ensuite Iz ibn Fahd et finalement Jarullah ibn Fahd au XVIe siècle, qui ont écrit tous des énormes chroniques de la Mecque. Donc, à partir de ces chroniques-là, on peut arriver à faire une analyse très fine avec énormément de détails sur la vie religieuse, commerciale, etc. Et même si ces textes ont été publiés, parfois, pas tous, néanmoins, reste à faire une espèce d'analyse à partir de ces matériaux. Donc, c'est assez surprenant que pour une ville comme la Mecque, on a l'impression que, normalement, les historiens croyants auraient dû faire ce travail, mais ça n'a pas été fait. En tout cas, ça, c'était une possibilité, mais il y a bien sûr un problème, c'est-à-dire la Mecque est quand même une ville exclusive. C'est-à-dire, forcément, on ne trouve pas des non-musulmans à la Mecque. Donc, c'est pour cela que j'ai décidé d'éviter cette ville pour chercher une ville portuaire qui est quand même plus inclusive. Et là, je me suis penché sur une ville que j'ai eu l'occasion de connaître pour différentes raisons. Je vais revenir sur ces raisons, qui est la ville donc, de Surat, en Inde occidentale. J'ai parlé un peu de Surat dans mes cours, mais là, je vais revenir un peu plus sur les détails pour vous démontrer un peu comment cette ville fonctionnait. Alors, donc, vous voyez que c'est une ville portuaire, mais qui est sur une fleuve en réalité. C'est donc sur cette fleuve Tapti. C'est une ville donc qui a une particularité, c'est-à-dire c'est peut-être la seule ville en Inde au XVIe, XVIIe siècle qui est une ville portuaire fortifiée. Je précise, une ville portuaire fortifiée qui n'appartient pas aux Européens. Parce que, en fait, toutes les villes portuaires fortifiées en Inde au XVIe, XVIIe siècle sont dans les mains des Européens. C'est une espèce de tendance européenne. À partir des Portugais au XVIe siècle, ils ont fait ça à Goa, ils ont fait ça à Cananor, etc. Mais ça, c'est l'exception d'une ville qui a été fortifiée. Et on sait très bien pourquoi. C'est parce que celui qui a fortifié cette ville, c'est en fait un vassal ottoman, qui est Khaja Safar ou Salmani, qui est venu à Surat dans les années 1520-30 et qui a donc décidé de fortifier au moins une partie de la ville. Et par la suite, on a eu des fortifications de plus en plus importantes en allant donc de cette première forteresse que vous voyez ici, ce qu'on appelle le château de Surat, le Surat Castle. Et donc, il y a cette espèce de première enceinte qui se fait au XVIIe et deuxième enceinte qui se fait au XVIIIe. Donc, ça devient une espèce de ville fortifiée à plusieurs égards et assez redoutée à cause de ça aussi. Alors, celui qui a beaucoup travaillé cette ville, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai envie de revenir sur cette ville, c'est en quelque sorte celui que, il n'a pas été exactement mon maître, mais comme on dirait dans le vocabulaire soufi, il a été quand même mon pir murshid. Il a été en quelque sorte mon maître à penser pendant un certain temps quand même. Et ça, c'est l'historien indien Oshin Das Gupta qui avait donc écrit ce livre remarquable sur Surat dans la première moitié du XVIIIe siècle, et aussi un certain nombre d'autres articles. Et Das Gupta avait une vision très claire du fonctionnement de ces villes, mais aussi, oui, et d'ailleurs il faut que je dise qu'il a aussi contribué à un article à cet ouvrage sur marchands et hommes d'affaires asiatiques
Aubin et Lombard. Alors, il avait donc une vision très précise du fonctionnement de ces villes, mais aussi une vision extrêmement précise sur les rapports entre les différentes sortes de marchands, etc. Et d'ailleurs, il faut dire que dans ce débat entre M. Chaudhry et M. Habib, il se serait placé plutôt du côté de M. Habib, je crois. C'est-à-dire pas cette vision des communautés très distinctes dans des espaces étanches sans beaucoup de discussions entre eux. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, et ça peut-être c'était une des faiblesses de Dasgupta, c'est-à-dire il avait un peu tendance de sous-estimer l'existence des sources non européennes. Donc, il s'est basé en très très grande partie sur les sources européennes, surtout de la compagnie anglaise et la compagnie néerlandaise. Mais même s'il avait des contacts à la fois avec Robert Sargent, mais aussi avec Albert Hourani et d'autres spécialistes de l'islam, il n'avait pas vraiment trop insisté ni trop trouvé des sources pour les autres aspects-là. Et bien sûr, il est possible de reconstruire la vie de Surat à partir des sources européennes. On peut faire énormément de choses parce que si on regarde qui est passé par Surat, par exemple au XVIIe siècle, première moitié du XVIIIe siècle, c'est comme une espèce de who's who des voyageurs. Donc, on peut retrouver tout le monde est passé par là, les ambassadeurs en allant vers le Grand Mogol, même quelqu'un comme François Legouze de la Boulaye, sur lequel j'ai parlé dans mon cours, est passé par là. Si on regarde le texte de Tavernier, on trouve des réflexions sur Surat. Vous pouvez prendre n'importe quel grand voyageur en Asie au XVIIe siècle, il a quelque chose à dire sur Surat. Ovington, Fryer, on peut faire la liste. Donc, c'est sûr et certain qu'on peut reconstruire la vie de cette ville à partir de ces matériaux. Et il y a aussi d'ailleurs quelques éléments visuels qu'il faut prendre en compte. Et même, on trouve de nouvelles choses tout le temps. Ça, c'est un texte qui est relativement méconnu, qui est un voyageur suédois qui s'appelle Christopher Brad, qui a été à Surat, qui a donc nous a donné cette vision de Surat. Vous voyez, à une époque quand les deux enceintes sont déjà construites, vous avez ici la forteresse, etc. Et d'ailleurs, si on regarde de près, il nous identifie toute une série d'endroits, les institutions centrales pour le fonctionnement de la ville. C'est quoi donc? Il y a le Darbar, où il y a le gouverneur, mais il y a aussi l'hôtel de la Monnaie. Et on commence à comprendre, à partir de cette carte, dans un premier temps, quelque chose qui est assez important, c'est-à-dire comment les grands marchands et les différentes communautés se placent les unes par rapport aux autres. Il nous a même fait, par exemple, un certain nombre de dessins. D'ailleurs, ça, c'est justement le Marjan Shami, c'est le tombeau de Khaja Safar qu'il a dessiné. Et il y a ici des mosquées qu'il a aussi dessinées. Et d'ailleurs, il a aussi dessiné des étangs, dans un étang qui est extrêmement important dans l'histoire de Surat, c'est celui-là, qui s'appelle Gopi Talav, qui a été construit par un grand marchand brahman au XVIe siècle, qui s'appelait donc Malik Gopinath, qui était un des gouverneurs de la ville dans la première moitié du XVIe siècle, avant la prise du pouvoir par ce gouverneur ottoman. Alors, donc, vous aviez cette vision venant de quelqu'un comme Brad, mais il a même dessiné les tombeaux, ici c'est les tombeaux des Néerlandais à Surat, vous voyez qu'ils avaient un goût un peu baroque, et les Anglais n'étaient guère mieux. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est de passer de ça à quelque chose d'autre, et c'est cette carte de Surat cruciale, sur laquelle j'avais parlé un peu il y a quelques semaines, mais je vais revenir un peu sur cette carte parce que maintenant, grâce aux travaux d'un historien japonais, Hiromu Nagashima, on a pu faire avec cette carte une analyse très très fine de cette ville telle que c'était au début du XVIIIe siècle. Et c'est très rare de pouvoir trouver une carte comme ça pour une ville portuaire en Inde. On a des cartes comme ça, comparables pour la ville de Banaras et pour la ville de Delhi, c'est-à-dire ces villes de l'intérieur. Mais là, ce qui est vraiment surprenant, c'est que vous ne le voyez pas très, très clairement, mais en fait, chaque endroit ici a une petite description.
Et cette description s'est écrite à la fois en écriture arabo-persan et en hindi. Donc, c'est les deux. Parfois, c'est le même mot en deux écritures, mais parfois, en fait, il y a une traduction, un effet de traduction. Et d'ailleurs, du coup, on commence à comprendre qui habitait où, qui était à côté de qui. Et du coup, on arrive à comprendre cette ville d'une façon très, très différente. Par exemple, pour moi, une première surprise que je n'avais vraiment pas compris, c'est, par exemple, ça. Et ça, vous voyez, c'est à l'intérieur de la première enceinte. Et c'est quoi? Ça, c'est le khanqa des Aydaroussi. C'est-à-dire cette espèce d'ordre soufi venant de l'Arabie du Sud. Et vous voyez qu'ils ont un gros morceau de terre à l'intérieur de la première enceinte. Et des Aydaroussi sont assez connus pour d'autres raisons. Il y a quelqu'un ici qui a aussi travaillé sur un certain nombre de personnes appartenant à cet ordre, comme Noureddin Raniri. Mais ce qui est assez important, c'est que vous avez les Aydaroussi ici. Ici, c'est plus ou moins le Marjan Shami. Les Français sont là, les Anglais sont là. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est l'emplacement d'autres groupes et d'autres communautés. Parce que ce n'est pas du tout le cas que finalement, que Surat est organisé en termes de quartiers, disons, ethniques. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a parfois autour des grandes maisons de quelqu'un, un grand marchand ou quelque chose comme ça, des concentrations. Il y a un moment donné, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, quand une princesse moghole, la princesse Jahanara, qui était elle aussi, elle avait à la fois des intérêts commerciaux, elle envoyait des bateaux à la mer Rouge, mais elle était aussi très très proche de l'ordre soufi de Chishtiya. Donc, elle avait sa résidence dans cette ville, et bien sûr, donc, il y a des gens qui gravitent autour d'elle, et elle a une espèce de cour à l'intérieur de la ville. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont on peut trouver, par exemple, ici, vous aviez le plus grand marchand de la ville de la fin du XVIIe siècle, qui est ce qu'on appelle un Bohra, qui est un musulman, mais un peu hétérodoxe. Mais à côté de lui, vous pouvez trouver, par exemple, un grand marchand hindou, ou un grand marchand Jain, ça dépend du moment. Donc, en fait, ce que ça nous permet, c'est une espèce de vision, vraiment une vision très, très détaillée du fonctionnement de cette ville. Au moins, c'est une espèce de snapshot pour un moment au début du XVIIIe siècle. Et par la suite, on peut aussi tracer, c'est aussi un peu le travail de M. Nagashima, de tracer les évolutions, de voir comment on est passé d'une certaine situation au milieu du XVIIe siècle à ça et finalement à autre chose avec la prise de pouvoir par les Anglais, par exemple, autour de 1760 et peu. Alors, donc, si vous regardez les grands marchands de Surat, on se rend compte donc qu'il y a une grande diversité. J'ai parlé, par exemple, de ce marchand-là, Mullah Abdul Ghafour, qui est un Bohra de Patan. Son fils, Mullah Muhammad Ali, qui est mort assassiné parce qu'il essaie de prendre le pouvoir dans la ville, il essaie de déplacer les gouverneurs pour prendre le pouvoir lui-même. Mais il y a aussi, par exemple, des autres, des grands marchands comme Virji Bohra, lui, marchand hindou, Bhimji Parekh, qui est le fondateur d'une dynastie qui font des va-et-vient entre une appartenance vishnouite et une appartenance jain. Donc là aussi, il y a cette espèce de question des passages d'un certain type d'appartenance à une autre. Et vous avez, par exemple, quelqu'un comme lui, qui on peut trouver un peu partout dans toutes les sources. Par exemple, à un moment donné, c'était lui qui faisait l'achat, la vente des chevaux pour les Portugais. Mais c'est un zoroastrien, donc Rustamji Manakji, qui donc est un des grands marchands de Surat à la fin du XVIIe siècle. Donc vous voyez qu'il y a cette espèce de diversité, et d'ailleurs il faut dire aussi que c'est à cause de cette diversité, et ça c'est un autre thème sur lequel on peut faire un autre colloque un jour, c'est une raison pour laquelle si on regarde l'histoire des collections européennes, quand on commence à constituer des collections des objets et des manuscrits indiens et asiatiques, les collectionneurs sont attirés par Surat. Donc, ils ont tendance à aller au marché de Surat pour chercher leurs objets et leurs textes.
Donc, par exemple, là, vous aviez une petite partie de la collection d'un Écossais au XVIIIe siècle qui s'appelle James Fraser, qui a été donc justement à Surat pendant à peu près une vingtaine d'années. Il a fait 2 séjours. Il a aussi été à Khambayat et il a acheté en fait ce qui est le point de départ de la collection persane de la bibliothèque de Bodleian à Oxford. Donc, c'est lui qui a constitué les premiers fonds. Et si on regarde où il a acheté ses textes, il a acheté ses textes à Surat, des textes en persan, en arabe, mais aussi, ce qui est intéressant, par exemple, il a aussi acheté des textes hindous. Il a acheté, par exemple, une partie, un fragment de Bhagavad Gita. Il a acheté des fragments, par exemple, des Bhagavata Purana, c'est-à-dire des textes liés avec la vie de Krishna. Tout cela, il a acheté donc à Surat. Et de la même façon, par exemple, quand au XVIIIe siècle, fin XVIIe, début XVIIIe, on commence par exemple en Europe à s'intéresser à l'histoire du zoroastrisme, c'est à Surat qu'on va aller chercher des textes. Donc Fraser, il est allé là-bas justement à la fois pour acheter ces textes-là, et celui qui va suivre ses pas, c'est bien sûr Anketi Luperon, qui est aussi à Surat, justement pour aller travailler avec les maîtres de Fraser, parce qu'il sait que Fraser, par exemple, a appris le persan avestan à Surat, donc il va chercher les mêmes gens et il va aussi chercher à acheter ces textes-là. Donc vous voyez qu'il ne faut pas sous-estimer l'aspect, disons, savant d'une ville portuaire. Ce n'est pas comme si tout le savoir se fait dans les villes de l'intérieur, il y a aussi cet aspect-là, et bien sûr, ce n'est pas du tout une coïncidence qu'il y a aussi l'implantation de ces grands ordres ou ces grands centres, comme je vous ai dit, pour l'Aïd Russie. Alors donc là, j'insiste sur le fait que je n'ai pas envie de traiter Surat comme microcosme. Je n'ai pas envie de vous dire que ça, c'est une ville portuaire typique. En fait, il faut se demander s'il y a quelque chose comme une ville portuaire typique dans l'océan Indien. Je pense que, par exemple, si on commence à faire la comparaison entre Surat et Malacca, on va tout de suite repérer qu'il y a des différences quand même assez importantes à plusieurs niveaux. Mais néanmoins, c'est un exercice intéressant. Il y a une autre façon d'aborder ces questions-là, et là, je vais passer rapidement, comme le temps court vite. C'est-à-dire, on peut aussi, bien sûr, passer par ces communautés et donc ces communautés et les réseaux de communautés. Et je vais juste rapidement vous donner un exemple. Il s'avère qu'il y avait, à la fin des années 1780, quelqu'un d'origine portugaise, mais un juif qui s'appelait Moshe Pereira de Paiva, qui est passé par Surat et qui a donc écrit ce texte qu'il a publié à Amsterdam, qui est les nouvelles sur les Juifs de Cochin. Mais c'est intéressant que pour aller faire des enquêtes sur les Juifs de Cochin, il est passé par Surat parce qu'il y avait aussi une communauté juive là-bas. Et donc, à partir de textes comme ça, on voit qu'il y a aussi, bien sûr, cette autre façon d'aborder les choses, c'est-à-dire à partir des communautés dispersées. Et là, je vais juste vous dire 2-3 petites choses sur l'exemple des Juifs dans l'océan Indien, surtout parce que finalement, on n'a pas de communication portant directement sur les Juifs. Tout d'abord, je voudrais donc insister sur le fait que même si on a beaucoup mis l'accent sur un certain nombre d'endroits comme Cochin, où bien sûr il y avait une très ancienne communauté juive, il y a même cette synagogue est devenue une espèce de lieu touristique. Mais il faut aussi prendre en compte 2-3 choses. Souvent, dans les écrits sur les Juifs de cette région-là, on fait l'opposition entre ce qu'on appelle les Juifs noirs, locaux, convertis, et les Juifs blancs, venant par exemple de l'Europe. Mais en réalité, regardant sur la longue durée, ce qui est possible d'ailleurs dans le cadre des Juifs, beaucoup plus que pour un certain nombre d'autres communautés, car comme on le sait, il y a ces fameux textes de la Geniza de Caire qui commencent déjà au Xe, XIe siècle, qui ont été beaucoup utilisés par les historiens de l'océan Indien occidental au XIIe, XIIIe siècle. Alors, à partir de ça, on peut faire une espèce d'histoire à très longue durée en venant vers le XVIIe, XVIIIe
et même à l'époque coloniale. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que dans cette circulation, il faut quand même pas oublier un aspect qu'on a souvent tendance de sous-estimer, et c'est l'aspect d'ethnogenèse. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout clair que les limites de cette communauté juive sont assez floues. Qui est à un moment donné considéré ou non pas considéré comme un juif, c'est une grande question. Et c'est une question surtout qui se pose sur une époque que moi j'ai eu l'occasion d'étudier un peu plus en détail, c'est-à-dire le XVIe, XVIIe siècle, quand on peut regarder de près un certain nombre de personnages et même faire des biographies d'eux. Et eux, bien sûr, ils passent de cette identité juive à ce qu'on appelle une identité nouveau-chrétien et ils font le chemin inverse. Donc Garcia de Horta, grand médecin, Giacomo de Olivares, marchand qui a fonctionné entre l'Empire ottoman et l'Inde, Antonio Boccaro, chroniqueur qui est redevenu juif, redevenu chrétien par la suite, etc. Donc, ce personnage particulier qui est Samuel Castiel, juste pour vous dire 2 mots sur lui. Alors, Castiel, qui est donc, que vous voyez ici, qui est le descendant de cette grande dynastie des Ibn Yahya, très connue en Empire ottoman, et qui va en fait terminer sa vie comme juif, ministre, comme on l'appelle, régidor ou modeliar du roi de Cochin, et qui est donc assassiné par les Portugais parce qu'ils trouvent que ce juif finalement a trop d'influence sur le Raja hindou. Donc là encore, c'est juste pour vous dire qu'en prenant ce cas-là, c'est-à-dire plutôt une communauté et non pas un endroit comme Surat, il y a des choses certainement à faire, à la fois sur la longue durée et sur cette question donc des problèmes d'inclusion et d'exclusion. Donc, pour conclure, juste donc encore une fois, pour vous souhaiter tous le bienvenu, on va faire une petite pause là, mais surtout pour insister que même si déjà en 98 ou 19, quand ces premiers ouvrages sont sortis, on avait l'impression que c'était une historiographie qui est déjà assez consistante, assez importante. On a, entre-temps, dans les 25 années, pu consolider pour beaucoup. On a beaucoup plus de matériaux, on a beaucoup plus de détails, de finesse dans les analyses, etc. Mais il y a encore, bien sûr, du travail à faire et j'espère que dans les 2 jours à venir, on va commencer à reprendre les choses en main et redémarrer le travail sur ces questions-là, avec bien sûr des collègues venus parfois d'assez loin. Merci beaucoup.